OK, je pense que nous pouvons commencer et si les autres personnes joindront après, ça c'est bon. Heu, Merci encore de nous rejoindre. Pardonnez-moi, je peux parler un peu de français, mais pas parfaitement. Je m'appelle Jen, je travaille avec l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. C'est une organisation nationale basée sur les membres qui travaillent sur les recherches et les politiques à l'intersection de santé humaine et de la santé planétaire. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter nos trois panélistes qui ont tout travaillé pendant longtemps pour l'action sur le changement climatique et qui travaillent maintenant contre le COVID aussi. Euh, Nous avons Claudel Pétrin Desrosiers. Elle est une résidente, un médecin familial à Montréal et elle est présidente du chapitre québécois de CAP, l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Nous avons aussi Yacine Cholakov. Il est un résident en santé publique de dernière année. Il travaille sur les réponses au COVID dans plusieurs régions à Québec depuis le mois de janvier. Et finalement, nous avons Jean Zigby. Il est un médecin de famille et spécialiste des soins palliatifs. Il est la cofondateur de l'entreprise à but non lucratif Synergie Santé Environnement, une organisation qui travaille avec l'établissement de santé pour améliorer leur impact environnemental au Québec. Et aussi, il est l'ancien président de CAPE. Merci pour votre temps, pour votre intérêt. Et je vais maintenant passer la parole au Claudel. Merci, Jen. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis contente de voir que vous êtes quand même nombreux. C'est possible que certains se joignent là, à nous en cours de conférence. L'Association canadienne des médecins pour l'environnement a organisé une rencontre similaire en ligne il y a 2 semaines là, pour un public anglophone canadien. Il y a eu beaucoup de succès, puis on s'est dit qu'on pourrait répéter l'expérience, mais dans une perspective francophone et peut-être un peu plus québécoise. Et donc, c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. On va diviser un petit peu en 3 parties. Le premier objectif, c'est vraiment que ce soit interactif et qu'on puisse échanger. On est trois conférenciers, mais vous êtes une trentaine de participants. Donc, on espère aussi tirer de vos expériences, de vos questions et tout ça. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un peu une première partie où Yacine, qui est très impliquée dans la réponse en santé publique, va nous partager un petit peu des dernières données, un peu de comment ça se passe d'un point de vue de la santé publique actuellement à travers le Québec. C'est quoi les dernières données dont on dispose? C'est quoi un petit peu les prévisions et ce qui s'en vient? Jean va par la suite là, un peu renchérir sur le côté un peu plus pratique, terrain, d'un point de vue médical. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la réorganisation des soins, les patients qu'on rencontre, les discussions que nous avons. Puis enfin, on voulait faire une dernière section là, du webinaire sur les liens qu'on pourrait faire potentiels ou les réflexions. Il est peut-être un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur les parallèles entre la réponse au COVID et la réponse nécessaire à la crise climatique, mais peut-être certaines réflexions qui nous ont marqués ou qui nous animent, qui nous poussent à regarder vers l'avant, vers le futur. Pour ceux qui connaissent moins, parce que je vois quelques noms qui sont familiers, qui connaissent bien le travail, les activités qu'on fait à l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, mais l'ACME est le chapitre québécois de CAPE. Et depuis 1 an ou 2, on est très actifs sur multiples fronts au Québec. On a fait une campagne contre les gazoducs GNL. On a été invités à collaborer avec le gouvernement dans le processus d'élaboration du prochain plan d'action climatique qui devait sortir au mois de mars, mais qui a été repoussé. On partage souvent dans les médias là, les liens entre le climat et la santé pour justement que ce soit plus simple aux yeux du grand public. Puis, de par l'expertise de certains, dont Jean,
on s'intéresse également à la transition environnementale dans le milieu de la santé. Donc, comment qu'on peut offrir des soins qui répondent à la crise climatique, donc en réduisant l'empreinte carbone du système de santé, qui est responsable d'à peu près 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au pays. Donc, on s'intéresse à une multitude d'enjeux. On est très actifs. On est facilement trouvable là, sur Facebook. Donc, si jamais vous ne nous suivez pas encore, vous pouvez trouver à la fois CAPE au nom de Canadian Association of Physicians for the Environment sur Facebook et l'ACME qui a sa propre page là, au nom de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. C'est sûr que les choses un petit peu plus tranquilles là, dans les dernières semaines à cause de tout l'effervescence et de la mobilisation pour le COVID. Mais dès que tout ça sera derrière nous, on va reprendre les activités de plus belle. Donc, je vous rappelle brièvement qu'il y a une boîte de questions-commentaires là, probablement sur votre droite à l'écran. On a quelqu'un qui est là de la Suisse, donc un bonjour. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, vous voulez interagir, je sais que c'est peut-être pas possible de parler directement, mais prenez le temps d'écrire les commentaires, ils seront retranscrits, là, ils seront redits à voix haute, puis on s'assurera qu'ils soient intégrés dans la conversation. Donc, je vous laisse là-dessus. Je passe la parole à Yassine. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier l'espèce d'exercice auquel on se livre aujourd'hui. Merci, Claudel. Avant de commencer, je voudrais dire que nous tenons d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. C'est sûr que moi, je fais cette reconnaissance-là pour là où je me trouve. Je suis à Montréal. On a probablement des gens qui sont sur d'autres territoires. Puis c'est important de reconnaître que les impacts autant des changements climatiques, des changements environnementaux, que probablement du COVID vont avoir des impacts plus profonds sur certaines communautés et probablement des impacts plus profonds sur certaines communautés du Canada. Et peut-être de d'autres pays comme on a des participants internationaux aussi. Donc, sans plus tarder, je fais un bref survol de certains concepts de base épidémiologique. Je pense que l'idée, c'est de ne pas s'attarder à l'historique de ce qui s'est passé avec le COVID parce que tout le monde est très bien au courant, j'en suis certain. Mais faire un petit peu la différence et les raisons pour qu'on traite cette maladie-là d'une façon, d'un point de vue sociétal, d'une façon très différente de d'autres maladies. Là, la présentation va ressembler, mais n'est vraiment pas pareil que les dernières fois qu'on l'a donné en anglais. Donc là, j'ai décidé de me concentrer sur un principe de base dont on parle souvent dans les médias, le R0. C'est la chose qui détermine comment une maladie se transmet dans la communauté. C'est une chose qui est habituellement basée sur la transmissibilité de la maladie, donc le nombre d'infections qui sont générées par un contact entre une personne infectée et d'autres personnes, le temps de contact, le nombre de contacts par une période de temps et la durée de la maladie. Fait que c'est quelque chose que habituellement, quand on gère des maladies infectieuses en santé publique, on considère comme intrinsèque. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas vraiment changer. Et l'approche habituelle, c'est pas de les changer, mais c'est bien de diminuer la quantité de personnes dans la population qui sont susceptibles, soit par la vaccination, soit par la prophylaxie dans certains cas. Et la seule chose du R0 qu'on peut essayer d'influencer d'un point de vue habituel, c'est si on arrive à traiter les gens très rapidement pour réduire la durée de contagiosité. Tout ça, ce ne sont pas des outils qu'on a dans notre répertoire cette fois-ci. Et c'est une nouvelle maladie, donc il n'y a personne qui est immun a priori. Donc, 100% de la population est susceptible. C'est un peu pour ça qu'on s'est retourné vers essayer de changer un des facteurs intrinsèques du R0, le nombre de contacts que les individus ont dans le temps. Malheureusement, changer ce facteur-là, c'est très difficile. Ça veut dire perturber un peu le fonctionnement normal d'une société. Ce nombre-là n'est pas pareil dans toutes les sociétés, mais dans chacune des sociétés, c'est à peu près stable dans le temps, ou ça change très lentement dans le temps. Là, on a essayé de le réduire au minimum tout d'un coup. Donc, on a tout fermé. On a dit aux gens, restez chez vous, de sorte à ce que les gens infectés ne rentrent pas en contact avec des gens susceptibles, avec l'espoir qu'on commence à voir déjà un peu, de ralentir la transmission et de faire en sorte que la maladie s'effrite d'elle-même et diminue à un taux qui est contrôlable. Ça, vous le savez probablement parce que vous êtes des professionnels de la santé, mais l'idée de ça, ce n'est pas d'éliminer la maladie, on va très certainement pas être capable, mais de réussir à
s'assurer que tous les patients qui tombent malades aient accès à des soins de qualité et qu'on ait assez de ressources pour leur offrir ces soins-là. Donc, que la maladie ne se propage pas comme ne monte pas en pic et dépasse nos capacités hospitalières, nos capacités du système de santé. Donc, tout ça, comment est-ce qu'on décide le travail qu'on fait, comment est-ce qu'on décide les interventions qu'on fait au niveau sociétal. Je vais faire un petit peu, me séparer un petit peu des propos de Horacio Arruda. Je pense que notre travail en santé publique, souvent, c'est d'essayer de voir le futur, d'avoir une vision la plus claire possible du futur et d'être Jojo Savard. Parce que plus notre vision du futur est claire, plus nos actions dans le présent sont adéquates et répondent aux besoins qui vont survenir. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Les décisions qui ont été prises il y a un mois, on en voit les impacts ces jours-ci, ces semaines-ci. Donc, si on n'avait pas essayé de se projeter un petit peu dans le futur comme on l'a fait, on n'aurait probablement pas mis en place les bonnes actions au bon moment. On les aurait mis beaucoup en retard et on voit les impacts de ça dans certains pays. Donc, si aujourd'hui on essaie de se projeter pour voir qu'est-ce qui va se passer, je crois que ce à quoi on peut s'attendre, c'est que le pic des cas arrive bientôt. Donc, bientôt, les gens, le plus grand nombre de gens qui tombent malades en une journée va arriver. Un peu plus tard, 1 semaine à 2 semaines après ça, on va arriver au pic d'hospitalisation. Donc, c'est là que les soins de santé vont être au plus sollicités. Et un petit peu plus tard, on va voir malheureusement le pic de mortalité. Donc, les gens qui auront eu les atteintes les plus graves, ils vont avoir été à l'hôpital et certains d'entre eux vont malheureusement décéder parce qu'on a peu de choses à leur offrir autres que des traitements de support. Donc, la question qui reste maintenant, qui n'est pas encore répondue nulle part dans le monde et que tout le monde se pose, encore une fois en essayant de s'approcher dans le futur, comment est-ce qu'on fait pour retransitionner? Comment est-ce qu'on revient à quelque chose qui est un semblant de normal, tout en étant très, très au fait que la maladie va rester dans la société, donc qu'il y a des possibilités de retransmission. Donc, c'est difficile à répondre. Personne n'a une réponse très claire pour l'instant et probablement qu'on va observer ce que d'autres pays expérimentent avant de nous-mêmes mettre en place certaines choses, ou bien on va mettre en place certaines choses de façon très précautionneuse et regarder leur impact sur ce qui se passe. Donc, voilà. Puis, je pense que dans la même optique d'essayer de prévoir le futur, essayer de prédire les choses, on peut faire la même chose pour les impacts sur l'environnement. Donc là, on a vu certains impacts tout de suite. Bon, les émissions ont diminué, la pollution aérienne a diminué parce que personne ne voyage, les gens utilisent moins de transport dans les villes, on a besoin de moins d'énergie à grande échelle. Donc, ça, c'est des impacts qu'on a vus d'un point de vue environnemental. D'un point de vue de santé, il y a des questionnements sur les impacts de santé mentale du confinement, l'impact de l'isolement social que ça peut créer pour certaines populations plus vulnérables, l'impact sur l'activité physique aussi, des impacts psychosociaux pour des groupes particuliers, qui vivent des stress en raison de leur situation individuelle. Donc, tout ça est à voir. Puis, je crois que la chose qui va être intéressante à observer et à regarder dans le futur, c'est lesquels des changements qu'on observe maintenant vont demeurer à plus long terme. Est-ce que les gens vont changer leur mode de vie et se déplacer moins au quotidien, devoir aller moins au travail parce qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, travailler à distance, puis ils se sont rendus compte que c'est bien le fun d'être bien habillé en haut puis en pyjama vers le bas ou pas de pantalon vers le bas, je ne sais pas, ça dépend comment vous êtes. Peut-être qu'ils vont se déplacer moins à l'international, peut-être qu'il va y avoir une certaine réduction du nombre de voyages internationaux parce qu'on va se rendre compte que certaines choses on se disait ça ne se fait pas à distance, ben finalement, on s'est rendu compte qu'on peut se forcer, puis ça marche quand même assez bien. Peut-être qu'on épargne beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de stress à devoir changer de zone. On n'a pas besoin de changer nos cycles de sommeil. C'est moins dérangeant de rester chez soi puis discuter avec des collègues d'ailleurs. Et peut-être qu'il y aura aussi un impact qu'on est en train de voir qui est un peu tangentiel à tout ce qui se passe avec le COVID, mais l'impact qu'on voit présentement sur l'industrie des combustibles fossiles, qui est un peu en lien avec le COVID et un peu en lien avec des conflits dans les pays producteurs de pétrole. L'impact de ça sur l'économie du pétrole et l'économie des énergies fossiles va être intéressant à voir parce que malgré la descente qu'on a vue malgré la descente qu'on a vue pour les énergies fossiles, les énergies renouvelables ne semblent pas avoir été ébranlées comme ça par ce qui s'est passé. Donc, c'est peut-être une bonne chose. Donc, moi, je vais conclure ici, puis après ça, on va
j'espère discuter un peu plus. Ben, j'ai peut-être une question pour toi avant qu'on passe la parole à Jean. Dans les dernières années, du moins au Québec, on a quand même coupé beaucoup les fonds en santé publique. C'était comme, je peux dire le maillon faible, mais c'était l'oublié un peu du système de la santé. Le gouvernement, il ne donnait pas tant d'importance. Est-ce que tu penses que la crise actuelle va permettre de redorer un petit peu le rôle ou l'utilité de la santé publique dans l'organe collectif, dans les politiques publiques? Puis, ou de quelle façon penses-tu que ça va influencer un petit peu la vision qu'on a de la santé publique? Parce que c'est la première fois qu'on met autant de l'avant dans les années récentes, là, le rôle des médecins et ben, des administrateurs en santé publique, des professionnels de la santé publique. C'est la première fois qu'on en parle autant, qui sont autant mis de l'avant. Penses-tu, ou de quelle façon penses-tu que ça pourrait changer dans les prochaines années? Moi, Personnellement, là. j'ai espoir que ça change de un, que ça mette de l'avant la santé publique puis que les gens comprennent un petit peu plus ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait maintenant, à toute fin pratique, c'est à décupler peut-être 10, 20, 50 fois ce qu'on fait habituellement pour des plus petites éclosions de maladies transmissibles qu'on connaît tous. Fait que notre travail là, c'est le travail le plus standard et le plus ancien, si on veut, de santé publique, le contrôle d'éclosion. Fait que, tu sais, ça, beaucoup de gens ne comprenaient pas ça. Puis je pense qu'il y aura une compréhension des professionnels de la santé, mais aussi de la population générale qui va être plus grande. J'espère aussi que ça va vouloir dire qu'on va adéquatement investir des ressources pour essayer de renforcer la santé publique parce qu'on voit que c'est nécessaire en temps de crise et que, je l'espère, qu'on va voir aussi que ça peut prévenir certains problèmes dans certaines situations. Je ne pense pas que ça aurait pu prévenir les problèmes cette fois-ci, mais on peut imaginer dans beaucoup de situations où est-ce qu'une santé publique forte peut réagir plus rapidement. Puis, j'avais une troisième chose en tête, mais je l'ai oublié, fait qu'on peut passer à autre chose. Tu nous la partageras tantôt si ça te revient. Je pense malheureusement que ce genre d'intérêt il est très rapidement décroissant dans le temps, puis on le voit souvent en santé publique. Quand il n'y a pas de problème, on se dit ben ça ne sert à rien. Puis rendu 10 ans plus tard, on recoupe. Puis rendu un autre 5 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Fait que là, on réinvestit. Fait que je pense que ce genre de pendule va et vient, ne va pas nécessairement arrêter, mais peut-être qu'on va aller plus du côté, plus fortement du côté de donner des ressources pour un temps plus long cette fois-ci. On y reviendra tantôt parce qu'il y a peut-être certains petits parallèles qu'on pourrait faire avec la crise climatique. Là, j'ai déjà mes points de réflexion que je te relancerai. Mais j'aimerais peut-être maintenant qu'on passe la parole à Jean qui, on l'a mentionné en début de webinaire, là, Jean est l'ancien président de CAPE, très impliqué dans tout ce qui se passe au Québec, dans la transition verte dans le système de santé, mais qui travaille aussi en première ligne comme médecin de famille dans un des quartiers de Montréal qui a quand même été durement touché par la COVID, puis il travaille aussi en soins palliatifs. On a entendu beaucoup parler dans les derniers jours des soins de fin de vie, des transferts, de l'acharnement thérapeutique, peut-être un peu plus que jamais, mais ça change quand même un petit peu les soins pas les soins qu'on offre, mais le regard qu'on aborde avec certains patients sur les soins de fin de vie. Fait que Jean, je te laisse peut-être parler un petit peu de l'impact que la crise présentement a sur ta pratique, sur ce que tu vois sur le terrain. Et moi, je suis présentement en stage en Abitibi. Je suis malheureusement ou heureusement pas à Montréal chez moi. Les choses sont un petit peu différentes, mais je pourrais partager un petit peu là, sur ce que ça veut dire être résident dans cette période de crise et ne pas être dans son milieu d'attache et dans un milieu région qui a des ressources différentes que Montréal. Donc, Jean, je te laisse la place, puis je reviendrai tantôt. Parfait. Merci Claudel, merci Yassine. Alors, juste pour situer où je suis présentement, puis je m'excuse pour la connexion. Il y a beaucoup de gens qui utilisent notre connexion Internet maintenant parce que tout le monde dans notre hôpital sont connectés à distance. Alors, juste pour vous situer, je suis médecin omnipraticien et hospitaliste à l'Hôpital général juif à Montréal. C'est dans un quartier qui est extrêmement dense et multiculturel. J'ai travaillé pendant 20 ans et je travaille toujours en soins à domicile et aussi pour le CLSC Côte-des-Neiges, qui est un des CLSC les plus larges au Québec, puis qui sert énormément de clients de partout dans le monde. On sert à peu près 200 langues différentes. Alors, c'est assez
exceptionnelle comme organisation. Présentement, comme Yassine a expliqué, et comme tout le monde le sait, on est en train de virer le système extrêmement rapidement dans une réponse qui est très excitante, il faut le dire, qui est pour des raisons qui sont assez tragiques, mais la réponse qu'on voit, puis l'utilisation des ressources technologiques et sociaux est sans parallèle dans ma vie. Alors, pour moi, comme médecin en milieu de ma vie de pratique, c'est une période extrêmement intéressante, même si il faut faire face à un niveau de tragédie qui est quand même assez haut. Je suis en charge de l'organisation, en partie de l'organisation des soins palliatifs dans notre région qui sert à peu près 250 000 de personnes. Alors, puis on sert à peu près 38 institutions de soins de longue durée. Puis, effectivement, les hôpitaux se mobilisent dans une façon militaire pour recevoir des patients à gauche, à droite, de les trier. Mais qu'est-ce qui arrive? Un peu plus silencieux, mais maintenant qui est très, très clair parce que le moment qu'on reçoit une message de l'autre partie du monde de dire faites attention à vos soins de longue durée, boum, on sent que nos soins de longue durée explosent avec des cas. Alors, le moment que des gens se rappellent il faut regarder quelque chose beaucoup plus proche, c'est un peu trop tard. Comme Yassine a mentionné avant, que si on aurait pensé un peu plus en avant pour cette situation qui, depuis des années, on savait étaient des situations très dangereuses au niveau des éclosions, nos institutions de santé de longue durée, peut-être on serait un peu mieux organisé maintenant. Alors maintenant, on est un peu en retard pour essayer de mettre en place des systèmes où des gens peuvent actuellement recevoir des services de soins de fin de vie dans des maisons de soins de longue durée. C'est ce sur lequel je travaille maintenant, aujourd'hui, demain et après-demain, pour mettre en place des services très rapides pour que les infirmières qui sont surchargées dans ces institutions-là ont la capacité d'accéder à des services de soins de vie pour aider les gens pour qu'ils ne sont pas forcés de sortir de leur milieu de vie nécessairement. C'est complexe, il y a énormément de travail à faire, mais on est à l'attaque. Alors, c'était des énormes opportunités présentement si on les prend en charge. Alors, en soins palliatifs, on voit les opportunités de travailler avec le ministère dans une façon dont ils n'étaient pas ouverts à travailler il y a 5 ans. Maintenant, sont super à l'écoute. Puis, on est en train de passer des choses qu'on attendait des dizaines d'années pour passer. Maintenant, on passe dans une semaine. Alors, c'est vraiment une opportunité phénoménale de changement présentement. Puis, comme on peut voir, si on utilise les médias pour l'éducation de la public, pour la direction de la public et pas juste pour la consommation de la public, c'est quelque chose assez puissant. Puis, je suis aussi pessimiste que Yassine au niveau de la capacité des gens de rappeler de cette période. Ça veut dire que dans quelques années, je suis certaine que si on ne voit pas des grandes catastrophes similaires, des gens vont avoir une grande tendance d'oublier beaucoup des leçons qu'on apprend présentement. Mais quand même, je suis assez optimiste que beaucoup des avantages qui ont été implantés dans une façon créative, avec l'humour et avec l'amour aussi qu'on fait présentement vont être capturés un peu dans la mémoire des gens. Alors, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je peux aborder sur l'organisation des soins palliatifs dans la communauté, en soins à domicile et aussi à l'hôpital. Mais vraiment, je pense que c'est un moment de réfléchir sur qu'est-ce qu'on a vu
vraiment changé dans une façon positive dans les derniers jours qu'on aimerait actuellement garder et aussi comment est-ce qu'on peut réduire la souffrance de ce grand secteur de la population qui sont en train de souffrir à cause de la perte de leurs membres de la famille présentement à cause de la COVID et aussi à cause de la perte de leur gain de pain présentement. Alors, ça, c'est une autre opportunité, mais aussi un autre grand défi sur lequel il faut pencher comme communauté environnementale. Comment est-ce qu'on peut actuellement faire que notre mouvement aide les gens à revoir, mais aussi de sentir l'amour de notre communauté. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime entendre aujourd'hui et aime discuter avec vous aujourd'hui. Je vais peut-être te relancer, Jean. Personnellement, j'ai fait quelques jours d'hospitalisation la semaine passée où j'accompagnais qu'en fait, l'hospitalisation, c'est qu'on a des patients à l'étage qu'on ne peut pas renvoyer à la maison, qu'on doit garder à l'hôpital pour différentes raisons, soit qu'ils sont en attente d'examen, de résultats ou qu'il y a des choses qui font en sorte qu'ils ne sont pas encore assez stables pour aller à la maison. Mais c'est arrivé aussi qu'on aide des gens en soins de fin de vie ou qu'on a changé d'orientation de niveau de soins pour passer vraiment plus à des soins de confort. Puis une des choses que j'ai trouvé particulièrement difficile, c'est d'accompagner ces patients-là dans leur dernier moment de vie, alors que d'habitude, on a le droit d'avoir de la famille à l'hôpital, on a le droit d'avoir des amis, de faire venir des gens. Et on s'est retrouvés un petit peu à organiser tout ça, mais le lien est complètement différent parce que, bon, maintenant, dans les hôpitaux, il n'y a plus aucun droit de visiteur. Le seul moment qu'on a le droit, bon, tous les établissements ont un peu leur directive, mais globalement, à travers la province, c'est pas de visiteurs dans les hôpitaux, sauf pour des raisons humanitaires. Donc, les mineurs en bas de 18 ans et ou les personnes, donc c'est clair que la mort est imminente. Et parce que, bon, il y a des gens qui meurent du COVID, mais il y a aussi des gens qui meurent de toutes les autres affaires qui mourraient avant que le COVID arrive, que ce soit des cancers, des crises du cœur, des maladies terminales variables. Mais d'avoir ces discussions-là, parce que souvent, on se retrouve à avoir des discussions téléphoniques avec la famille, surtout pour les personnes un peu plus âgées qui ont des troubles cognitifs, qui ne sont pas nécessairement capables de décider pour eux-mêmes. Et donc, on se réfère à la famille pour déterminer ce qu'ils veulent comme soins. Et donc, d'avoir ces discussions-là par téléphone et ensuite dire, ben si la seule raison, l'espèce de seule raison ou le valable que je peux vous faire venir à l'hôpital, c'est si vraiment on passe en niveau de soins de confort. Moi, j'ai trouvé ça personnellement difficile comme soignante parce que ça demande une organisation complètement différente. C'est difficile pour les familles, mais c'est aussi difficile pour la personne qui se retrouve finalement seule dans ses derniers moments de vie. Je ne sais pas si tu as soit une expérience similaire ou tu as eu des réflexions là-dessus, puis que tu te dis, ben ça change un petit peu, ou comment toi, tu as vécu quelque chose, des choses similaires? Certainement, comme ma spécialité, c'est une des spécialités qui penche surtout sur la communication et la communication de comment des choses vont dérouler. Alors, qu'est-ce que ça montre? C'est qu'on a un grand manque dans le système de santé d'apprentissage sur comment communiquer dans une façon efficace et de comment aborder ce sujet en avance. Alors, et c'est un peu une démonstration, un signe qu'on a une grande difficulté dans notre culture avec le mort. Et c'est pour cette raison-là que les discussions se tardent à des crises pour avoir ces formes de discussion. Mais aussi, il y a une grande tendance d'avoir une approche très technocentrique dans nos hôpitaux. On est éduqué dans une façon technocentrique et les gens croient dans la capacité de notre système de santé de sauver tout le monde. Et ça devient plus complexe quand, comme Yassine a mentionné, qu'on a en grande majorité juste des capacités de supporter les gens et pas nécessairement de changer énormément la façon que cette maladie va avancer dans la culture. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire pour aider des gens à survivre. C'est très loin de ça. On va aider beaucoup de gens à survivre à cette maladie. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens qui sont très faibles vont avoir besoin de comprendre pourquoi la technologie ne va pas nécessairement aider leur amour de survivre à cette situation et aussi de comprendre que la protection de
les gens autour de eux va être aussi important que la protection de leur vie. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour des gens de comprendre. Puis oui, chaque jour, on fait face avec des familles qui sont très frustrées, qui ne peuvent pas visiter le membre de leur famille qui est même sur l'étage de soins palliatifs. On laisse une personne rentrer. Si les gens ici n'ont pas une espérance de vie de moins d'un mois, par exemple, puis on est assez exceptionnel dans cette institution, dans beaucoup d'institutions, ils ne laissent pas les gens le visiter si ce n'est pas imminent. Mais même ici, ça change chaque jour. Mais si les gens ont une espérance de vie de moins d'un mois, on laisse les visiteurs, un visiteur dans la chambre. Puis il ne peut pas sortir de la chambre pour circuler. Alors, tous les exercices, tous les mouvements de ces patients, il faut qu'ils s'organisent dans la chambre même. Et ça, c'est pour les patients qui sont non COVID. Alors, pour les patients qui sont COVID et qui sont en train de mourir, c'est encore plus pénible. Puis, les contacts sont, tout le monde est habillé dans une façon assez impressionnante pour essayer de se protéger contre la maladie de la personne qui est en train de mourir. Et malheureusement, ça cause une barrière souvent déchirante pour les patients et pour les gens qui les aiment. Puis, ils ne sont pas capables d'avoir les moments qui sont extrêmement personnels. Mais quand même, les gens le respectent en grande majorité. Il faut féliciter la population dans leur discipline en face de ce défi. Je suis vraiment inspiré. Le nombre de gens qui essaient de briser les règles, qui ne participent pas dans une façon constructive est absolument minime. Vraiment impressionnant. Ça veut dire que la grande majorité de la population essaie de participer dans une façon constructive. Même les gens en santé mentale, avec des problèmes de santé mentale, sont super considérants. Je n'ai jamais vu une mobilisation populationnelle comme on voit aujourd'hui. Je voudrais peut-être rajouter là-dessus, je pense que c'est un petit peu ces populations-là qui nous font nous poser certaines questions sur l'éthique derrière nos interventions de santé publique. Parce que là, comme on l'a vu, on a interdit les visites dans les CHSLD, les établissements pour personnes âgées. Dans certaines situations, on interdit même que les gens sortent de ces établissements-là quand ils sont en éclosion. Et je crois que ça amène des questions très intéressantes sur, malgré l'efficacité prouvée ou théorique de certaines interventions pour protéger la santé des populations, à quel point on désire enfreindre certaines autres valeurs ou autres considérants très profonds de notre société. Puis ça, je crois que c'est un des enjeux qu'on vit actuellement. Quand on décrète les états d'urgence, ça permet au gouvernement de prendre des actions comme ça un peu plus drastiques. Mais la contrepartie, c'est qu'on est forcé, qu'on enfreint certaines choses qu'habituellement on n'enfreindrait jamais dans la société. Il faut réfléchir, je pense, au changement climatique avec une même lentille critique dans certaines des choses qu'on propose. C'est à chaque fois qu'on propose de faire des changements au niveau environnemental de certaines pratiques, on a certainement des effets néfastes sur certains sous-groupes de la population, que ce soit même l'industrie extractive elle-même puis ses employés. C'est pour ça qu'il faut, moi je crois, tout le temps réfléchir à qui vont être les personnes qui vont souffrir de nos interventions, même si la majorité va en bénéficier, puis comment est-ce qu'on peut faire que ceux qui en souffrent, ils soient compensés, ce ne serait pas le bon mot, mais qu'on trouve une manière de faire en sorte qu'ils aient quelque chose à gagner finalement en étant intégrés dans la nouvelle vision de la société qu'on a, un petit peu à l'image du Green New Deal, mais cette réflexion plus fondamentale, sans nécessairement l'associer à un document quelconque ou à une vision politique quelconque, je pense, est importante dans les interventions pour protéger l'environnement aussi. Merci, Yassine. Je pense que ça fait une super belle transition vers la troisième partie de ce qu'on voulait offrir comme webinaire aujourd'hui. Puis, on a eu une question là, posée dans la conversation qui fait un petit peu écho aussi. Fait que la troisième partie voulait être un peu plus une réflexion ensemble sur
un peu le après-COVID ou qu'est-ce qu'on peut en retirer, puis c'est quoi pas nécessairement les parallèles, mais les réflexions qui pourraient influencer notre réponse mouvement environnemental dans une perspective de santé. On a une question sur les changements qu'il y a eu actuellement qui sont bons pour le système de santé, qui sont bons aussi pour l'environnement, qu'on voudrait garder post-pandémie. Je vais juste peut-être, avant qu'on rentre directement là-dedans, de juste prendre un pas de recul. On en fait mention de plus en plus, mais je pense que ce qui est intéressant à regarder dans ce point de vue-là, c'est le concept de santé planétaire. On a beaucoup parlé de santé publique qui regarde la santé dans un espace régional défini souvent comment améliorer la santé de la population d'un espace donné. Après, on a parlé de santé mondiale qui a un peu plus une perspective de comment la santé de quelqu'un ailleurs influence notre propre santé, puis comment ce qui se passe dans un autre système a un impact sur nous. Puis, par exemple, comment les changements climatiques viennent influencer notre santé. C'est un peu plus la perspective de santé mondiale. Puis, en 2015, le Lancet est arrivé avec un concept de santé planétaire qu'ils ont défini, la traduction libre, que la santé de la civilisation humaine est l'état des systèmes naturels desquels on dépend. Et ça retrouve un petit peu réflexion dans la pandémie de la COVID actuellement, parce que initialement, à l'origine de la pandémie, il y aurait peut-être eu l'interaction entre la nature et la maladie en tant que telle, le virus étant principalement venant des animaux, qu'il y aurait une mutation quelconque qui aurait fait que l'humain en serait atteint. Et donc, on est dans une perspective de santé planétaire où la santé de l'écosystème, finalement, on se rend compte de plus en plus qu'elle influence notre propre santé à nous. Et dans cette perspective-là, on peut se poser beaucoup de questions, faire beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, mais c'est important à garder en tête. On ne peut plus se dire que si on fait quelque chose sur l'environnement, que ça n'a aucun impact sur notre santé personnelle. Pour les initiatives vertes directement, il y a plusieurs choses, Jean a fait mention, qui se mettent en place d'une façon rapide qu'on n'a jamais vue auparavant. La première chose qui me vient en tête, c'est ce qu'on appelle la télémédecine, c'est-à-dire la possibilité de faire des consultations par téléphone ou un peu par Zoom là, ou par vidéoconférence. Ça fait plusieurs années que des médecins le demandent. Jusqu'à tout récemment, il y avait que les spécialistes qui avaient un code de rémunération réservé pour ça. Et maintenant, les médecins de famille ont aussi le droit de le faire et on se rend compte que finalement, ça peut être utile pour beaucoup de problèmes chroniques. Ça prend un peu moins de temps qu'une visite physique, moins de déplacements, moins de matériel médicaux utilisé. Puis finalement, ça peut être tout aussi efficace pour certaines interventions. Et ça, moi, personnellement, j'espère que c'est quelque chose qu'on va garder. Ça faisait plusieurs années que les médecins le demandaient, puis ça n'arrivait pas, ça ne débloquait pas au niveau du ministère. On se posait des enjeux de sécurité de données, tout ça. Et maintenant, à l'espace de 2-3 semaines, on a à peu près 4 plateformes qui sont approuvées par le ministère. Les médecins de famille le font. On fait plus de rendez-vous téléphoniques et espèce de vidéoconférence qu'on n'a jamais fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose à garder. À part ça, c'est sûr qu'on a remarqué une diminution des services de l'urgence. Je ne sais pas dans tous les hôpitaux, là, mais à part les centres désignés COVID, de façon générale, il y a moins de gens qui viennent consulter à l'urgence, surtout pour des problèmes un peu plus mineurs. Là. À l'urgence, on classifie en 5 degrés de sévérité les codes. Puis généralement, la plupart des consultations à l'urgence, c'est les codes moins importants. C'est les gens qui, des fois, viennent pour des grippes, des douleurs quelconques, qui sont des douleurs chroniques ou un peu plus aiguës sur du chronique. Mais là, ces gens-là, maintenant, sont redirigés ailleurs ou simplement ne viennent plus à l'urgence. Ce qui fait que dans certains chiffres, moi, j'ai travaillé sur des 8 heures, je voyais 3 patients, c'est du jamais vu. Là, d'habitude, il y en a 25, 30, 40. Temps d'attente de 15 minutes parce qu'il n'y a personne qui vient, parce que les gens peut-être se posent la question est-ce que ça vaut vraiment la peine que je vienne et où je vais appeler, où je vais attendre 2-3 jours, puis finalement, leur petit bobo est passé ou ça s'est résolu. Et ça, j'espère que c'est un réflexe qu'on va garder parce que si on est capable de diminuer l'achalandage dans nos systèmes de santé, bien, ça a un impact direct sur la consommation d'énergie, la consommation de matériel et finalement, peut-être que ça va contribuer à réduire la demande énergétique, en fait, l'empreinte carbone du système. Je ne sais pas si dans vos milieux, Yacine, Jean, vous avez vu d'autres initiatives mises en place qui pourraient qualifier d'initiatives vertes qui sont complémentaires à ça qu'on a vu émaner dans les dernières semaines? Alors, il y a 2 éléments il y a 3 éléments actuellement, une qui est active et 2 qui sont plus passives. Alors, l'initiative qui est le plus active est celle que vous décrivez, ça veut dire le changement vers la télémédecine. C'est quelque chose sur lequel on a suggéré, puis même dans le Lancet Climate Countdown, c'était une des initiatives qui a été remarquée, qui était assez essentielle
évoluer assez rapidement, puis c'est quelque chose qu'on voit matérialiser maintenant. Le deuxième élément est un peu plus la sensibilisation aux gens de penser sur qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme traitement en situation dangereuse. Ça veut dire que beaucoup de la consommation dans nos hôpitaux et dans notre système de santé sont consommées dans les dernières 2 ou 3 semaines de vie. Puis, si les gens ont été capables de penser de cette réalité plus en avant, puis étaient capables de décider avec leur famille qu'ils n'aimeraient pas nécessairement subir certains traitements plus tortureux vers la fin de leur vie, ils pourraient actuellement éviter la consommation d'une proportion de les services médicaux. Alors, la sensibilisation sur l'importance de directives avancées est très important là-dedans. Le troisième élément, c'est encore un autre qui est que de la sensibilisation de l'éducation de la population de quand actuellement procéder à votre système de santé et quand vous pouvez actuellement gérer des choses à la maison. Alors, l'éducation publique par nos réseaux sociaux, par la télévision, par le radio est une force qu'on n'utilise presque pas dans notre culture et c'est quelque chose qui a été mobilisé pour cette crise qui devrait continuer d'être mobilisé. Alors, l'éducation sur comment se garder en santé et se traiter à la maison sans avoir besoin nécessairement des infirmières et des médecins peut améliorer des choses énormément. Mais effectivement, il faut le rendre ça plus sexy. Il faut que ça soit très consommable par la population. Puis ça, c'est une leçon qu'on va apprendre de tout cet élément. D'avoir Justin Trudeau, très beau en avant de nous aider actuellement de comment vivre sainement. Ça va être peut-être efficace et aussi peut-être Premier Legault. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ses paroles. Il est tout à fait intéressant à regarder. Il n'est pas Puis on a besoin des gens qui peuvent communiquer des choses de façon très consommable et de le garder ça vivable. Un autre élément qui était très intéressant, c'est juste le journée même qu'on a décidé d'intervenir et de demander à tous les gens de rester à la maison. On était prêt de publier dans le Gazette une réflexion, une éditoriale sur le transport en public. Et en fait, ils ont décidé, la journée même qu'on voulait le sortir, de dire qu'on avait besoin de rendre le transport en public beaucoup plus accessible à tout le monde, puis même gratuit. On a décidé actuellement que ce n'était pas le bon moment de sortir avec cet article-là. Puis effectivement, c'est la bonne décision parce que maintenant, on est en réflexion de comment est-ce qu'on a besoin de changer les transports en commun. Alors, on a besoin de modifier cet éditorial. Mais quand même, la réflexion sur le transport et la nécessité de le transport dans notre communauté est un quatrième élément qu'il faut dire qu'on est à une mesure, on est en train de réfléchir là-dessus maintenant. Merci. Je vais peut-être en profiter rapidement. Il y a eu quelques commentaires en ligne, mais on nous fait part notamment qu'il y a eu des nouveaux services de navettes gratuites pour les employés, les patients de différentes installations, des CIUS puis le métro. Puis il y a quelqu'un qui nous fait part que, bon, oui, la télémédecine, c'est bien, mais aussi tout le concept de formation en ligne qui va peut-être être mis de l'avant plus pour diminuer les voyages associés à des congrès ou des formations là, qui sont obligatoires pour les professionnels de la santé. On a reçu une autre question. Je vais peut-être laisser Yassine y répondre. Mais on nous demande là, à quel point on comprend de façon particulière le lien entre les effets des changements climatiques, notamment la perte d'habitat, la réduction de la qualité de nourriture avec des sols moins nutritifs, la déforestation, des trucs comme ça, et l'apparition de maladies de transmission, virus comme la COVID à grande échelle. Je sais que certains liens ont été faits, notamment avec l'émergence de zoonoses. On l'en voit dans les changements climatiques. On suit au Québec notamment là, une douzaine de zoonoses qui seraient liées aux changements climatiques, sur lesquels les changements climatiques auraient une influence néfaste dans la propagation de zoonoses, notamment une des plus connues, la maladie de Lyme. Mais je sais qu'il y a eu certains écrits qui font état d'un lien similaire peut-être entre la COVID et la perte d'habitat. Je ne sais pas, Yassine, si tu as eu quelques réflexions, si tu as vu passer des choses là-dessus. Peut-être une première réflexion sur les formations. Je pense que les formations sur des bateaux de croisière vont être beaucoup moins populaires dans les années à venir. Puis maintenant, en ce qui concerne les maladies transmissibles ou les maladies en général, puis les changements climatiques, je pense que ce qui est clair, c'est qu'il y a plusieurs maladies qui sont influencées par le climat. Donc,
on parle des maladies transmissibles souvent par des insectes qui changent de territoire. Donc, pour nous, ce que ça veut dire, c'est qu'ils s'étendent vers le nord. Donc, des moustiques, des tiques, des choses comme ça qui transmettent des maladies viennent à des endroits qui n'existaient pas et exposent des populations qui ne connaissent même pas la maladie. Tu sais, la maladie de Lyme, si on remonte il y a 15 ans, la plupart des gens n'auraient pas su c'est quoi, tandis que maintenant, les gens dans le sud du Québec pourraient tous avoir une genre d'idée, une conception de c'est quoi et comment on l'attrape. Fait que la malaria, c'est un peu la même chose. Dans les régions du monde, il y a la malaria. Maintenant, c'est des régions différentes. Il y a des saisons différentes, une saisonnalité différente. Il y a plus de monde qui sont exposés, il y a des monde qui sont exposés de temps en temps. Fait que ça fait en sorte que le fardeau de la maladie augmente. Le lien devient un peu plus difficile à faire pour le COVID spécifiquement. Parce que justement, on n'a pas clairement identifié quel était l'animal. On a plusieurs hypothèses. C'est peut-être un virus qui, dans le temps, les animaux associés au COVID ont évolué. C'est comme si on apprenait des nouveaux animaux exotiques de l'Asie. Bon, on a eu des petits rats. Après ça, on a eu des chauves-souris, des serpents, des pangolins. Donc, en tout cas, un beau zoo d'animaux. Un de ceux-là, ou plusieurs de ceux-là, en fait, l'hypothèse probablement active présentement, c'est que des virus de 2 différents types d'animaux se sont recombinés dans un 3e animal, puis là, ils ont été transmis à l'humain, puis c'est pour ça que c'est ça qui s'est passé. Encore une fois, pas tout à fait clair la généalogie du virus. Je pense que ce qu'il faut réfléchir, c'est que les impacts des changements climatiques souvent vont pousser des gens dans des situations de pauvreté de ressources. Donc, ils ne vont pas avoir de la nourriture, ils ne vont pas avoir de l'eau. Et ça va souvent les pousser à aller, l'exemple de l'Ebola est un peu plus frappant là-dedans, mais à aller, par exemple, chasser des animaux qui sont habituellement sauvages et puis vont rapprocher les populations humaines de certains animaux qui peuvent contenir des virus qui sont des zoonoses, mais qui peuvent sauter d'espèces et se transmettre entre humains ensuite. Encore une fois, l'exemple de la Chine, je pense que je pense que la chose qui n'est pas un déterminant environnemental, c'est les marchés, les wet markets, je ne connais pas la traduction en français, mais les marchés avec plein d'animaux vivants en grand confinement et en proximité avec des humains, c'est ça la cause principale, c'est ça. Fait que s'il y a quelque chose à agir, ce serait de s'assurer qu'il n'y a pas de lieu où est-ce que la transmission virale peut se faire de cette façon-là, aussi intensément que ça, de virale ou de maladie quelconque. Puis ensuite, la considération, est-ce que c'est les changements climatiques qui ont poussé certaines chauves-souris à aller quelque part où est-ce qu'ils n'allaient pas d'habitude puis contaminer les animaux? Ça se peut, mais je pense que c'est beaucoup moins clair, du moins pour l'instant. Désolé pour on approche, merci Yacine, on approche de la fin. Je pense qu'il nous reste peut-être un 5-6 minutes. Là. Ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. Fait que j'ai vu une dernière question passer. Je vais peut-être juste laisser la chance là, pendant qu'on fait peut-être nos mots de la fin ou nos réflexions là, à venir sur la question de la culture du jetable dans le système de la santé. Puis c'est une question super intéressante. Je pense que oui, on se rend compte peut-être plus que jamais qu'on dispose de beaucoup de matériel dans une journée puis que les poubelles se remplissent très vite. Mais il y a aussi toute la question de sécurité puis de réutilisation. Puis ça va demander peut-être possiblement des études supplémentaires parce que, bon, la priorité, c'est la sécurité du personnel et des patients. Donc, si le réutilisable entraîne des bris à ce niveau-là, ça peut être un peu compliqué. Mais oui, peut-être qu'on va se poser la question, prochainement. Puis je pense que, bon, Mark Andrew nous pose une question qui est un peu la question que je voulais vous poser comme réflexion de la fin, mais quelles leçons, qu'est-ce qu'on peut en tirer de la réponse à la COVID qui pourrait nous inspirer dans la lutte au changement climatique? Puis moi, brièvement, hier j'y pensais, puis je me disais, j'espère qu'on va réaliser qu'on est capable de faire des choses collectivement ensemble, plus qu'on ce qu'on pouvait penser, dire... Si toutes les organisations, les organes du gouvernement se mettent sur la même direction, avec la même volonté, avec un objectif qui est clair, en ce moment, c'est la réponse au COVID, mais si c'était la réponse au changement climatique, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup d'affaires, puis rapidement. Je pense qu'on n'aura jamais le même degré d'urgence face au changement climatique parce que c'est difficile. Je veux dire, ce qui se passe dans une journée contre le COVID, c'est peut-être ce qui se passe en plusieurs mois pour les changements climatiques. Donc, j'aurais aimé cette réciprocité
immédiate au changement climatique qu'on a pour le COVID. Puis même si le virus est invisible, il l'est un peu plus que les changements climatiques. Mais je pense que si on est capable d'arriver avec des gains collectifs, si on est capable de se dire dans quelques semaines, on a réussi à aplatir la courbe pour de vrai, tout le monde ensemble, avec l'appui de la science, en écoutant les recommandations de nos experts et en trépassant la politique partisane, je pense que ça serait quand même une excellente leçon à s'en tirer pour une réponse prochaine au changement climatique. Et il y a énormément de belles initiatives qu'on voit au niveau de l'économie circulaire, de l'économie locale, un retour vers une espèce de souveraineté alimentaire où on veut encourager nos producteurs locaux. Puis c'est certain que c'est des circuits qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre éventuellement. Il y a plusieurs questions qui se posent aussi sur tout le concept de mondialisation, à quel point on est interdépendants les uns les autres, puis il y aurait peut-être un intérêt à finalement un petit peu rapetisser nos circuits, nos zones d'économie. Mais ça, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour tirer des conclusions officielles. Je pense que ça va être préférable d'attendre un petit peu que la crise soit passée, mais pour les intéressés, il y a Naomi Klein, Greta Thunberg, Diarmid de l'OMS qui ont fait un espèce de webinaire là, en ligne à peu près 2 semaines sur la communication climatique en période de COVID. C'est disponible là, sur YouTube. Fait que si ça vous intéresse, je vous invite à le regarder. Je pense que ça pourrait bonifier vos réflexions. Mais je vais peut-être laisser Yacine puis Jean là, passer leur mot de la fin. Puis après, vous dire merci d'avoir été avec nous. Yacine et Jean, pas tout en même temps. OK, merci. Alors, pour répondre un peu à la question de l'utilisation unique, une des choses qu'il faut rappeler, c'est que tout est à l'utilisation. Excuse-moi, I'm going to say it in English. Everything is disposable. Alors, ça veut dire que éventuellement tous les produits se retrouvent en poubelle ou cassés ou quoi que ce soit, puis il faut les remplacer. La question est toujours juste de est-ce qu'on utilise les produits dans une façon le plus efficace et puis est-ce qu'on l'introduit dans un système écologique circulaire? Alors, tout ça pour dire qu'une infection vaut 20 000 paires de gants. Alors, puis si on peut éviter une infection, même s'il faut jeter 20 paires de gants pour actuellement éviter cette infection, ça vaut la peine. Alors, c'est parce que chaque cas qu'il faut traiter à l'hôpital à cause qu'ils sont malades dans une façon sévère coûte énormément de ressources, puis ces ressources sont des impacts écologiques. Alors, la prévention et les préventions des infections est primordiale, puis même s'il faut jeter des matériaux aux poubelles pour le faire. Deuxièmement, oui, ça ne va pas nous empêcher de discuter avec nos fournisseurs. Puis effectivement, c'est avec les fournisseurs où la grande bataille se fait. Ça veut dire que les fournisseurs, il faut qu'ils prennent responsabilité de leurs produits pour les recycler et pour les réutiliser et pour les rendre utilisables encore dans une façon qui va réduire l'impact environnemental. Et deuxièmement, notre rôle comme leader dans notre société, c'est de pousser cette vision écologique de notre système de santé vers le gouvernement, mais aussi vers les fournisseurs. Alors, il faut sensibiliser les deux. Le deuxième point, je retourne à ce que Claudette vient juste de mentionner, qui est l'opportunité de cet mouvement-là est quand même extraordinaire. Si on peut actuellement garder en tête la capacité de mobiliser les gens, parce que moi, je ne suis pas aussi optimiste que Claudette, peut-être. Je pense que les changements climatiques vont nous donner assez d'opportunités de mobiliser contre des désastres dans les années qui viennent assez rapidement. Puis, les leçons qu'on prend d'aujourd'hui vont actuellement nous informer de comment réagir rapidement comme système de santé, mais aussi comme population vers ces crises-là. Allez-y, Yacine. Puis, moi, je pense que là, j'ai espoir que certains des effets certains des changements qu'on vit présentement qui auront des effets positifs sur l'environnement vont rester pendant plus longtemps, ne vont pas s'arrêter quand on va avoir fini de gérer le COVID, que ce soit dans 1 ou 2 ans ou quelques mois. Je pense par contre qu'il faut être très, très attentif et utiliser beaucoup de précautions et de ne pas communiquer ça d'une façon inappropriée présentement parce qu'il y a des gens qui meurent. Les gens connaissent des personnes qui vivent des difficultés parce qu'ils sont isolés, ils sont tout seuls. Donc, ce n'est pas le moment, je pense, de se réjouir de ces changements-là. Ça va être le moment peut-être a posteriori d'avoir une réflexion puis de voir qu'est-ce
qu'est-ce qu'une crise nous apprend sur la manière que nous vivons en lien avec l'environnement d'un point de vue de santé planétaire. Puis c'est ça, je crois que pour l'instant, au Québec, au Canada en général, en fait, on semble être capable de contrôler la maladie, du moins pour cette première vague-là, d'une façon qui va être adéquate pour qu'on soit capable de traiter tous les patients et que malgré les souffrances des gens, on ait la capacité d'y répondre. Puis j'ai espoir qu'on arrive à choisir les leviers adéquats pour les prochaines étapes, si jamais il y avait des vagues subséquentes, si jamais il y avait des enjeux à venir, et qu'on le fasse de façon proportionnée à toutes les étapes. Et merci. Est-ce que si je peux ajouter un point? C'est que une des choses qu'on voit beaucoup sur le terrain, c'est actuellement l'épuisement des travailleurs et énormément d'anxiété partout. Alors, une des grandes leçons que je pense qui va être très utile, c'est ça nous donne une grande opportunité de montrer l'amour qu'on a un vers l'autre. Puis actuellement, vraiment de le partager, l'amour de nos équipes. Nous, on est en train de créer des habits actuellement personnalisés pour tout le monde. On a des masques qui sont construits par des organisations bénévoles pour tous les travailleurs, pour les familles, pour les patients, pour être donnés gratuitement. Les opportunités actuellement de participer dans nos communautés pour montrer les gens qu'on les adore, puis on est là, on est fidèles, puis on est solidaire pour tout le monde, va être extrêmement apprécié maintenant. Il y a beaucoup de beau qui se passe, puis je pense que ces initiatives-là, ces initiatives citoyennes, communautaires, les liens qui se resserrent, qui sont à garder puis à aller de l'avant, c'est des outils qui vont nous être essentiels dans la lutte la lutte au changement climatique. Puis si on peut repenser aussi notre lien avec l'environnement, on voit les gens qui veulent sortir dehors, qui veulent profiter des parcs, bien, espérons que ça soit un levier éventuellement supplémentaire pour demander une réappropriation de l'espace collectif dans le milieu urbain, puis dire on a besoin de cet accès-là à la nature. C'est des choses qui sont bonnes pour la tête et le cœur. Donc, je pense que ça fait le tour. Je voulais vous remercier encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette expérience-là. On est disponible en ligne si jamais vous avez des questions, vous voulez vous impliquer avec l'ACME, vous êtes curieux de savoir ce qu'on fait. Puis si jamais vous avez des suggestions sur ce qu'on pourrait faire de plus ou des activités, des batailles qu'on pourrait mener avec vous, bien, faites-nous signe. Je vous ai laissé l'adresse courriel de l'ACME dans la boîte à questions, mais c'est québec.acme@gmail.com. Donc, québec.acme@gmail.com. Si jamais, sinon, vous pouvez nous trouver sur Facebook facilement. Puis, j'ai le goût de vous dire à la prochaine. Je ne sais pas si, Jen, tu veux dire un petit mot de la fin? Non, merci. Merci à tous notre panélistes et à toutes les personnes qui nous rejoindront aujourd'hui. Merci. Merci, à la prochaine. Bye bye, merci.